Bonjour à tous et à tous. Donc nous allons commencer cette mini-conférence sur donc le biofuel. Donc je me présente, Christophe Saint-Cyr, donc je suis le président du syndicat des distributeurs de fuel pour l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et la Saône-et-Loire. Donc avant de commencer et de vous présenter le biofuel, en fait on va recentrer déjà et vous parler du fuel. Parce qu'en fait, avant de parler de biofuel, on va d'abord parler du fuel pour aller vers la perspective biofuel. Donc déjà, le marché. Quel est le marché? Quel est le marché du biofuel et du fuel domestique? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le fuel domestique, c'est 3 millions de maisons, 3 millions de foyers en France qui chauffent au fuel domestique. C'est 12% de la population, à peu près. Aujourd'hui, sur ces 3 millions, alors c'est principalement dans des secteurs ruraux, c'est-à-dire que des endroits où on n'a pas de gros réseaux, on n'a pas de gaz et il n'y a pas de gros réseaux électriques. Voilà. On a 25 000 communes qui ne sont pas desservies par le réseau de gaz. Donc c'est tous ces clients qui sont potentiels pour nous, pour notre réseau, et forcément, particulièrement dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a des grands secteurs où on n'a pas le gaz, donc le fuel reste indispensable. Donc voilà, et pour recentrer, pour dire que, parce qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que le fuel est mort, en termes de volume, c'est 4,5 millions de mètres cubes de fuel domestique qui ont été commercialisés en 2024. Donc ça reste une énergie d'importance. Le cadre réglementaire, c'est là où on va commencer à arriver au biofuel. En fait, depuis le 1er juillet 2022, on a une directive qui dit qu'on n'a plus le droit d'installer des appareils de chauffage qui utilisent un combustible qui émet plus de 300 grammes de CO2 par kWh PCI. Qu'est-ce que ça nous impacte? En fait, aujourd'hui, le fuel classique qu'on connaît est un produit qui émet plus de 300 grammes de CO2 par kWh PCI. C'est pour ça que nos fédérations, nos instances et avec nos fournisseurs, en fait, on avait commencé à développer des produits pour pouvoir répondre à cette norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit qui s'appelle le F30, on verra après. Et en fait, le F30, donc c'est 70% de fuel classique avec 30% de biocombustible. C'est le même bio que vous retrouvez dans les gazoles. Quand vous avez un gasoil B7, quand vous allez à la pompe, eh ben c'est 7%. Ben c'est pareil dans le fuel, sauf que nous, on en a 30. Et en fait, le fait d'intégrer ces 30%, on descend sous la barre des 300 grammes, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 270 grammes de CO2 par kWh PCI. Et de facto, on répond à l'exigence réglementaire. C'est pour ça que depuis le 1er juillet 2022, on n'installe plus de chaudière fuel, mais on installe une chaudière biofuel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que technologiquement parlant, c'est la même chaudière, c'est les mêmes fonctionnements. Après, il y a des petits détails techniques à bien pointer, et on va les développer après. Alors, pour revenir, dire que on a ce postulat-là, vas-y, déroule. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, sur les 3 millions de chaudières, on ne va pas les changer, on ne va pas les dézinguer tout de suite. Le but, c'est de dire, les chaudières fuel qui existent aujourd'hui, elles ont le droit d'être encore là. Les consommateurs ont encore le droit d'acheter du fuel. Aujourd'hui, il y a même moins d'une dizaine d'années, l'État aidait les gens à acheter des chaudières fuel, et notamment les condensations. On les a aidés pour installer, pour économiser de l'argent. Parce que quand on change une chaudière, on met une chaudière neuve et on remplace une vieille chaudière, on fait des économies d'énergie et qu'on réduit la consommation. Donc aujourd'hui, les chaudières existantes, on a le droit de les garder, on a le droit de consommer du fuel et il faut les entretenir pour les préserver et pour aller jusqu'à l'obsolescence de la chaudière. Aujourd'hui, l'âge, comment dire, la durée de vie d'une chaudière fuel, c'est 25, 30 ans, voire plus. Si vous entretenez des chaudières, vous avez des chaudières, nous on a encore des clients qui ont les vieilles chaudières, charbon avec le brûleur fuel. Donc ça existe encore, voilà. Et ces chaudières-là, par contre, ont un rendement qui est vraiment dégradé. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'on a toujours le fuel. Aujourd'hui, on a le biofuel. Donc le biofuel F30,
doit en fait alimenter ces nouvelles chaudières. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ce produit-là? Vas-y. Donc le biofuel, la partie bio, les 30% de bio en fait, sont faits à partir de colza en fait. Donc c'est de l'huile de colza estérifiée pour être, comment dire, pour être incorporé, parce qu'en fait l'ester est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on prend la graine de colza, on la triture, donc on l'écrase, on obtient d'un côté ce qu'on appelle le tourteau. Donc en fait c'est ce qui sert à l'alimentation animale. En fait c'est riche en protéines, donc c'est ce qui sert à l'alimentation animale. Et l'huile de colza, on a une partie de l'huile de colza qui part en alimentation humaine. Il y a l'huile de colza que vous pouvez mettre sur la salade et tout, sauf qu'on n'est pas des gros consommateurs d'huile de colza. Et donc historiquement, toute cette huile partait sur d'autres pays pour des biocarburants. Et aujourd'hui, vu qu'on en consomme et qu'on a les industries aussi, on estérifie en France et cette huile estérifiée, ces esters, sont intégrés dans nos produits. Voilà. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas une cannibalisation, c'est-à-dire qu'on n'implante pas une culture de colza, comment dire, on ne vient pas cannibaliser de l'alimentaire. Voilà. Le colza, c'est une culture qui se fait tous les 4 ans, c'est une tête de rotation en agronomie, c'est important dans le cycle pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, au contraire, ça permet le développement des biocarburants, des biocombustibles, ça permet de donner une perspective pour les agriculteurs, aussi pour maintenir ces cultures-là. Donc ça, c'est ça qui est important. Et derrière, on va valoriser le produit. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur un hectare de culture, c'est 100 mètres par 100 mètres. Sur un hectare, globalement, on retire 1,5 tonne, 1,6 tonne de tourteaux, qui est à destination de l'alimentation animale. On gagne aussi en souveraineté, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros de l'alimentation animale, de la protéine animale qu'on donne, que nos agriculteurs donnent à leurs bêtes, provient du Brésil et des USA. Donc l'intérêt économique et la souveraineté et de produire en France, il est là aussi. Hein. Donc la priorité, c'est ça, c'est le tourteau. Derrière, on fait 1500 litres d'huile à peu près. Sur ces 1500 litres, on a 500 litres qui partent pour l'huile alimentaire et on a 1000 litres qui partent pour l'estérification. Juste en dessous, vous voyez les 100 kg de glycérine, c'est qu'en fait, ces 100 litres d'huile, on les mélange avec 100 litres d'éthanol. Et en fait, la réaction, l'estérification, hein, c'est un process industriel d'estérification. En fait, l'huile plus l'éthanol va nous donner en fait 1000 litres d'ester méthylique de colza et 100 kg, 100 litres de glycérine. Et la glycérine, en fait, c'est ce qui on enlève en fait ce qui est visqueux dans l'huile pour avoir un produit qui soit parfaitement miscible en fait avec le fuel domestique. Donc là, c'est le matériel. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a le produit, le F30, et aujourd'hui, on a le matériel. Aujourd'hui, on a une large gamme de matériel. Aujourd'hui, pour vous chauffer, vous avez de la basse température, qui est la plus simple, les chaudières condensation. Aujourd'hui, vous avez de la modulance. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que toutes les normes qui vont arriver, hein, les exigences sur les constructeurs vont aller pousser de plus en plus vers des produits comme ça. Et bien sûr, l'hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas contre la pompe à chaleur, mais à un moment donné, il faut raisonner les choses. C'est-à-dire que l'intérêt et l'avantage de nos combustibles, c'est d'avoir une vraie puissance de chauffage. Et donc, à un moment donné, le couplage, l'hybridation est bien dans ce sens-là, c'est que sur les périodes à faible besoin, on utilise l'avantage de la pompe à chaleur quand elle a ses meilleurs rendements. Et quand il fait froid, eh ben on vient avec notre chaudière pour apporter la puissance et pour assurer le confort. Et aujourd'hui, on a les industriels qui commencent déjà à travailler. C'est-à-dire qu'on est sur ce produit, on veut vraiment accompagner la filière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un fuel fossile à un fuel 100% renouvelable en claquant des doigts. Il faut un accompagnement technologique. Et aujourd'hui, les R&D hein, des constructeurs travaillent dessus. Ils sont au point aujourd'hui. Et aujourd'hui, on travaille, nous, sur la mise aux normes. Ce qu'il faut voir, c'est quand on met un produit pétrolier sur le marché, ce n'est pas nous qui décidons comme ça. Ça passe par un bureau de normalisation des produits pétroliers. Donc là, aujourd'hui, sont en train de passer au banc d'essai le F55 et le F100.
Voilà. Vous pourrez venir nous voir sur notre stand. On est entre la CAPEB et la FFB, où on a aujourd'hui même des constructeurs hein, qui ont des brûleurs, des pompes fuel qui sont compatibles F100. Et aujourd'hui, hein, sur ces produits-là, on n'aura peut-être demain, pas forcément, que des huiles issues de colza. On aura aussi, aujourd'hui, on a des produits qu'on trouve plutôt sur les carburants, type HVO, qui proviennent de graisse animale, d'huile recyclée, pour faire des produits. Donc on aura très certainement demain d'autres produits à mettre. L'installation, ce qui est important, on l'a dit, le produit, la machine, on a les machines compatibles avec notre produit. Et je vous ai dit, c'est simple, il n'y a rien à changer. Il y a quelques petits détails. La machine, c'est la même. Le fonctionnement, c'est la même. C'est un corps de chauffe, un brûleur. Par contre, on a des brûleurs qui sont spécifiques, qui sont validés et qui sont compatibles. Notamment les joints. C'est-à-dire qu'on a des joints de pompe qui sont faits pour passer ces produits bio. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ces produits bio, ils sont un petit peu plus agressifs, ils sont un peu plus détergents. Donc il faut un matériel qui puisse résister. Donc voilà. Deuxième chose, bien souvent, dans les installations fuel, vous avez le réservoir, la chaudière et l'historique. On a 2 tuyaux en cuivre qui vont au brûleur. C'est-à-dire qu'on a une aspiration, on a un petit filtre, on arrive au brûleur et on a une grande partie du fuel qui revient en cuve. Quand vous avez une cuve qui est dans le garage, si la chaudière elle fonctionne, vous mettez l'oreille à côté de la cuve, ça goûte. Et aujourd'hui, ça, il ne faut pas parce que justement, en fait, le bio, quand on goûte comme ça, c'est pour ça notamment que sur les Fuel Plus, vous avez des antioxydants, vous avez une additivation qui permet de maintenir et de stabiliser le produit. Et aujourd'hui, les bio sont un peu plus délicats. Donc pour le bio, en fait, il ne faut pas de retour. Donc en fait, on passe en monotube, c'est-à-dire qu'on condamne un tube cuivre, on garde un seul tube cuivre, voilà. On met un filtre dégazeur, et en fait, du filtre dégazeur au brûleur, c'est là où on a notre circuit qui tourne en crapaud, et comme ça, ça fonctionne. C'est vraiment la prérogative. La prérogative technique d'une installation fuel qu'on va basculer au biofuel, c'est monotube, filtre dégazeur. Aujourd'hui, ce qu'on conseille, bien évidemment, au passage, de faire un entretien de la cuve et un nettoyage de cuve. Donc aujourd'hui, vous avez des spécialistes pour ça, des professionnels. C'est-à-dire qu'ils viennent, en général, on essaye de le faire quand on est sur un niveau bas de cuve, parce qu'on dit aujourd'hui qu'il faut essayer de nettoyer sa cuve tous les 10-15 ans, parce qu'en fait, les condensations, la sédimentation fait qu'on peut avoir des boues en fond de cuve. Et aujourd'hui, le passage au bio va faire qu'on va aller, entre guillemets, l'agressivité des bio va déterger un peu, faire un effet un peu détergent sur les parois et on peut aller boucher le filtre. Donc, dans un esprit de se dire, je modernise mon installation, j'en profite, je repars clean sur ma cuve. Et la personne qui vient, en fait, elle aspire tout, elle filtre, en fait, elle met en destruction les boues, le bon fuel. Donc elle nettoie, hein, elle passe un petit coup de jet dedans, elle aspire tout, le bon fuel qui est là filtré, elle le remet dedans, et après on peut repartir avec une livraison de biofuel, et on repart, et on est parti pour 30-35 ans minimum. Juste une précision sur la ligne d'aspiration. Donc au tout début du biofuel, les essais qui avaient été faits par le CETIAT laissaient entendre qu'on ne pouvait pas utiliser le cuivre actuellement installé sur l'installation que l'on va rénover en biofuel. Il s'avère qu'en 2023, le CETIAT a refait un document complémentaire à celui publié en 2022. Le premier était pour le mode d'emploi pour la mise en service du biofuel. Et le second, l'avenant venait modifier l'avis du premier. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le premier avis, il conseillait de remplacer la ligne d'aspiration avec un flexible compatible avec le bio. Il s'avère qu'après en avoir longuement discuté avec eux et d'avoir mené des tests, ils ont validé le principe de la réutilisation de la ligne d'aspiration existante en cuivre, à la condition, comme l'a expliqué Christophe, de passer en monotube avec un filtre dégazeur. Donc aujourd'hui, quand on passe du fuel au biofuel, pour la ligne d'aspiration, il n'y a strictement rien à faire, si ce n'est de la passer en monotube, si tel n'était pas le cas, de rajouter un filtre dégazeur s'il n'est pas installé. Point barre. On ne remplace pas
la canalisation d'aspiration. Voilà, c'est un point super important parce qu'en fait, la crainte initiale sur les premiers tests en fait, était l'oxydation du cuivre. Mais le fait d'être en monotube, en fait, eh ben, on a une ligne d'aspiration en fait, qui est toujours pleine. Donc on n'a pas d'oxydation. Il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas d'oxydation. Donc voilà, donc ils ont validé, ils ont fait les tests, ils ont contrôlé et ça a été validé. Juste, Christophe, une précision. Ouais. La question qu'on nous pose souvent, j'ai un client qui est chauffé au fioul, dont la chaudière est récente. Il ne faut pas imaginer qu'on n'a qu'un parc de chaudières qui a 50 ans. On a quand même beaucoup de chaudières qui ont été changées avec des matériels performants. Donc qui ont 4 ans, 5 ans, voire 7, 8 ans et qui sont en parfait état de fonctionnement. Donc c'est quand même absurde de mettre ces matériels à la benne, à la casse, quand on parle aujourd'hui de recyclage, de réutilisation, de circuits courts, d'environnement, etc. Donc si vous avez un client qui veut passer au biofuel et qui a une chaudière fuel récente, la solution la plus simple, c'est de changer le brûleur, d'être en monotube avec un filtre dégazeur, mais si l'installation a été rénovée il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'est déjà le cas. Donc on change le brûleur, on met un brûleur biofuel et on nettoie la cuve comme l'a indiqué Christophe. Sachant que l'autre question de ce même consommateur, ça va être de dire, bah, très bien, je passe avec un fuel, un F30, donc 30% de bio. Mon brûleur est compatible. Sauf que demain, si la réglementation évolue et qu'on doit passer avec du 50%, qu'on ne trouve plus de 30%, est-ce que mon installation va fonctionner? Il faut savoir qu'aujourd'hui, et déjà depuis quelques années, les brûleurs qui ont été installés, mais ça nécessite de remplacer les plus anciens, sont compatibles avec du F30, du F50 et du F100. Ça veut dire que qui peut le plus, peut le moins. Un brûleur que vous installez aujourd'hui qui est compatible F30 est compatible avec du 100% bio. Donc, l'intérêt pour le consommateur, c'est de se dire, j'investis aujourd'hui, je change mon brûleur pour passer au biofuel, je garde ma chaudière, mais je vais pouvoir continuer à l'utiliser pendant 10, 15, 20 ans. C'est quand même la spécificité de nos machines, c'est de pouvoir s'adapter à un produit bio qui va aller vers du 100%, c'est le sens de l'histoire, et qui permet aussi de se dire, je ne le changerai pas avant 20 ans, 25 ans, voire davantage. Il y a d'autres matériels aujourd'hui dont on parle beaucoup, qui sont des matériels subventionnés, très bien, sauf que la durée de vie, ce n'est pas 20 ans ni 30 ans. Donc quand on met en perspective une chaudière qui est 30 à 40% moins chère que ce type de matériel et qui dure 2 fois à 2 fois et demi plus longtemps, je pense qu'il y a un calcul de temps de retour, ce qu'on appelle un amortissement, qu'il faut savoir faire et intégrer dans ce calcul aussi le coût de maintenance, le coût de dépannage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 2 minutes à peine. On a été clair? Alors, le biofuel. Donc aujourd'hui, le biofuel, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le biofuel, malheureusement, nous on milite là-dessus, mais la partie bio subit la même taxation que la partie non bio. Donc, ce qu'on ne trouve pas logique, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un produit biofuel qui coûte à peu près 15 centimes de plus au litre. Alors, l'intérêt économique pour quelqu'un qui est au fuel, il n'est pas tout de suite là. Par contre, quelqu'un qui aujourd'hui est au fuel, consomme 2000 litres, qui a une chaudière qui a 30 ans, il va mettre une chaudière neuve, donc il va déjà faire 30% d'économie, donc il ne va plus consommer ces 2000 litres. Voire 40. Hein. Voire 40, mais déjà 30. Donc il ne va plus consommer 2000 litres, mais il va consommer 1400 litres. Donc en fait, ce qui est super important, c'est qu'il va changer son matériel. Il repart pour 35 ans, minimum, et son budget chauffage, il n'est pas changé. Et c'est vraiment ça qui est important. En fait, il n'y a pas de gain économique sur le produit, mais le gain économique, il est dans l'efficience et l'efficacité du nouveau matériel qui est posé. En clair, quand vous vendez une chaudière biofuel, pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, il y a l'économie qu'on réalise en énergie non consommée, donc en litres de fuel qui devient des litres de biofuel, qui va être de l'ordre de 30-40%, l'ADEME dit 35%, mais par expérience, on sait que sur des installations de 30 ans, on est plus proche des 40%. Vous allez donc avoir ce gain qui sera valorisé au prix du produit, mais ce budget sera amputé des 15 centimes d'écart. Donc on reste largement bénéficiaire. Le client final, s'il fait son calcul, il s'aperçoit très rapidement qu'il y a un véritable intérêt à raisonner différemment, même s'il y a un surcoût.
aujourd'hui, peut-être que demain, ce surcoût n'existera plus. Il faut savoir qu'on est dans une politique environnementale qui est nécessaire. On a des carburants qui décarbonent jusqu'à 90% aujourd'hui, qui s'appellent le HVO, et qui ne bénéficient pas d'une préférence fiscale. Donc on a du mal à les développer puisque c'est beaucoup, beaucoup plus cher. En Italie, ils ont fait l'inverse, ils ont baissé les taxes et les ventes de produits nobles ont explosé et sont au-delà du gasoil. On peut imaginer en France la même chose à un moment donné si vraiment on a cette volonté de réduire notre empreinte carbone, d'avoir une politique fiscale sur les produits énergétiques et notamment le biofuel qui soit préférentielle et qui incite le consommateur à se diriger vers des solutions beaucoup plus nobles vis-à-vis de l'environnement. Donc l'économie, elle est réelle, résiduelle, elle est réelle, et elle peut être, on n'en sait rien, c'est dans le temps, elle pourrait être pas une bonne surprise, mais une logique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on commence à rentrer, on rentre dans la décarbonation, et l'avantage, c'est que si demain, il y a une taxation plus forte du carbone, eh ben on sera déjà rentré dans cette phase-là. Et le client, il sera moins impacté en ayant la possibilité déjà du 30 et demain du 55 et du 100. Donc aujourd'hui, c'est un peu un pari, mais on pense qu'au vu de ce qui est fait et au vu de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, changer une chaudière qui a 30, 35, 40 ans, c'est pas une bêtise. On a les produits qui sont fiables, qui sont éprouvés, que vous savez entretenir facilement, vous trouvez les pièces facilement, on a tout en fait. Et c'est simple. Et c'est ça qui est important en fait. Merci.